Ravi de vous retrouver sur la panafricaine Média TV. Bienvenue à tous. Après quelques années, voire plusieurs, certains professionnels décident de changer de métier. Cette reconversion constitue une étape importante du parcours professionnel et exige parfois des stratégies bien définies. Pour y parvenir, les experts mettent en avant la formation continue. Dans un rapport du Boston Consulting Group en Afrique de l'Ouest, une large part des travailleurs se disent disposés à se reconvertir professionnellement. Dans certains pays africains, à l'exemple du Sénégal, de nombreux jeunes et femmes bénéficient de programmes de formation, de financement et d'accompagnement à la reconversion. Vous l'aurez compris, nous parlons de la formation continue et de la reconversion professionnelle dans ce nouveau numéro de Talk Africa. Deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Madame Patience Ekwala Lapolice, directrice des ressources humaines et responsable sécurité environnement de la SODECA Casamance. Elle est également consultante, formatrice en gestion de carrière et développement personnel. Merci d'être là. Merci Sirmi. Je suis directrice des ressources humaines et de la RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise. Merci beaucoup. Merci. En face de vous, nous avons Abdourahmane Pam, consultant formateur en système de management et gérant de Sahel Excel Service, cofondateur également du club des professionnels en qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement du Sénégal. Merci d'être là. Merci beaucoup Sirmi, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Je commence avec vous, Madame Lapolice. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, qu'est-ce que c'est la reconversion professionnelle? Merci infiniment, Sermi, pour la question et pour ce sujet qui est un sujet d'une importance capitale et particulièrement dans cette période où nous sommes, où on a vu les changements et les bouleversements qu'ont apporté l'intelligence artificielle dans le quotidien des travailleurs, des salariés, de tout le monde. Et donc le sujet de la reconversion professionnelle est un sujet qui parle énormément dans le monde professionnel aujourd'hui et qui parle à beaucoup de personnes. La reconversion, on peut la définir comme un changement de métier, un changement de statut ou un changement d'activité. Donc c'est la situation d'un professionnel actif en entreprise ou dans un secteur d'activité qui décide après un certain nombre d'années dans une carrière de changer de secteur d'activité ou de métier ou de carrière. Donc c'est vraiment tout un processus plus qu'un simple acte, mais c'est vraiment un processus dans un développement de carrière. C'est volontaire. Un processus volontaire, oui. Oui, d'accord. Toujours avec vous, hein. Pourquoi aujourd'hui la formation continue devient-elle aujourd'hui un levier stratégique pour l'employabilité en Afrique? La formation continue est un levier stratégique simplement parce que si on n'évolue pas avec son temps, on est obsolète. L'humain est à l'image, en tout cas, ce qui a été utilisé pour penser des équipements. Si on crée un logiciel, il y a une mise à jour qui se fait régulièrement. Quand on crée un téléphone, il y a une mise à jour qui se fait pour améliorer la qualité et les capacités de l'outil. Et c'est pareil pour l'humain. Si on ne se met pas à jour, on devient obsolète sur le marché. Donc le marché évolue. Et c'est la formation continue qui nous permet d'être à jour du marché de l'emploi. Donc le marché, les métiers évoluent, les besoins évoluent, les compétences évoluent et en tant que professionnel, il faut évoluer. Et c'est la formation continue qui est le levier le plus important, en tout cas le mieux indiqué
pour se mettre à jour et être à niveau du marché. On comprend bien cette formation continue qui est un levier important dans le monde professionnel, surtout quand on parle de reconversion. Je suis avec vous, Monsieur Pam. Quels profils sont les plus concernés par cette reconversion professionnelle, surtout en Afrique? Naturellement, je pense que c'est les profils dont les compétences ne coïncident pas avec les besoins du marché. D'accord? Et il y a notamment les chercheurs d'emploi qui, pour une raison ou une autre, ont des compétences qui sont saturées. D'accord? Il y a une forte offre dans le marché, alors que les besoins des entreprises sont ailleurs. Donc ces personnes-là ont souvent besoin de découvrir ou de développer de nouvelles compétences pour pouvoir espérer s'insérer. Il y a également, comme l'a souligné Madame, le fait que le marché il évolue très rapidement et il évolue beaucoup plus vite souvent que les curricula qui sont proposés. Et donc ça amène parfois même des cadres à devoir se réadapter, se réinventer pour pouvoir continuer à s'épanouir dans ce marché-là. Mais comment se réadapter justement? Est-ce que ça doit avoir un rapport quand on sait qu'on est dans l'environnement, je donne un exemple comme ça, et qu'on veut faire de l'économie? Est-ce que forcément il doit avoir un rapport, ou bien ça dépend de la passion ou de l'objectif qu'on peut se fixer? Alors, il peut y avoir plusieurs motivations, mais si l'idée c'est de pouvoir subvenir à ses besoins, se donner les chances d'avoir un salaire important, etc., le plus intelligent à faire, c'est de jauger le marché et de voir quelles sont les compétences qui sont demandées. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, il y a l'intelligence artificielle qui rend beaucoup de compétences obsolètes. Pour autant, il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires dans ce domaine et qui n'existent pas encore en Afrique. Donc, se positionner là-dessus est une opportunité. Qu'on vienne du milieu de la comptabilité, de l'environnement ou ailleurs, c'est une bonne opportunité de se reconvertir dans ce domaine-là. Il y en a d'autres. Il faut jauger le marché et puis mettre en place un plan d'action de reconversion pour s'en sortir. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que la formation continue est une obligation aujourd'hui pour réussir sa reconversion professionnelle? Oui. Là, on ne peut pas, parce que si on parle de se reconvertir, ça veut dire c'est un processus, c'est un changement. Je pars d'une situation A vers une situation B. Je veux partir d'un métier vers un autre métier. Il faut connaître le métier vers lequel je vais. Donc, il faut connaître les compétences qui sont nécessaires pour exercer ce métier. Si je prends un exemple simple, je suis DRH, j'ai évolué dans le monde des ressources humaines depuis plus de 15 ans. Si je décide d'aller évoluer dans la formation ou dans le développement personnel ou dans la comptabilité, il faut que je connaisse les codes de ce métier. Et donc, il faut que je me forme. Donc la formation continue, elle est obligatoire. On ne peut pas évoluer dans un nouveau marché, on ne peut pas évoluer dans une nouvelle activité sans maîtriser les fondamentaux et les codes de cette activité. Et on ne peut pas le faire sans la formation. Maintenant, la formation continue peut prendre diverses formes. Ce n'est pas forcément une formation théorique et académique. Elle peut prendre diverses formes. Ça peut être de l'accompagnement par un cabinet, du coaching, du mentorat ou une formation certifiante, un certificat, une formation. Mais il faut qu'il y ait un apprentissage du métier vers lequel on veut aller. Et Monsieur Pam, les systèmes de formation actuels en Afrique sont-ils adaptés aux besoins actuels du marché du travail? C'est une grosse question. Je pense qu'il y a un diagnostic qui permet d'être conscient qu'il est important que les formations soient adaptées aux besoins du marché. Pour autant, je pense que le taux de chômage en Afrique, il est important. Et ça, c'est un indicateur qui dit que les compétences qui sont disponibles ne s'adaptent pas forcément. Et il y a un problème. Je crois qu'il est important qu'on dépasse les effets d'annonce parce qu'il y a beaucoup de plans de part et d'autre qui expliquent que oui, on va gérer le capital humain, on va faire en sorte d'adapter les formations. Mais je crois que nos systèmes ne s'adaptent pas assez vite à l'évolution du marché. Et on ne formalise pas certaines compétences qui existent déjà et qui ne suivent pas un circuit qui est devenu obsolète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences informelles qui devraient faire l'objet d'une validation
et qui devrait permettre aussi une transition des compétences traditionnelles vers des compétences professionnelles. D'accord ? Donc je pense que globalement, les formations, il y a des efforts, il y en a qui s'adaptent au marché, mais de façon générale, de façon macro, il y a encore du travail à faire, une réflexion profonde pour s'adapter. Je reste avec vous. Dans votre cabinet d'accompagnement et conseil, vous fournissez des formations qualifiantes et certifiantes sur l'intelligence artificielle, QHSE également, et le développement personnel. Dites-nous, les formations numériques et en ligne représentent-elles une opportunité ou un risque d'exclusion? À mon avis, c'est une opportunité exceptionnelle, mais qui, comme pour toute chose, présente son lot de risques. D'accord ? Les formations numériques, c'est une opportunité parce qu'elles réduisent les barrières. Elles permettent de disperser, propager, partager la connaissance à moindre coût techniquement, si on a la volonté. Et en ça, c'est un super pouvoir. D'accord ? Maintenant, le souci, c'est que tout le monde ne s'y adapte pas aisément. D'accord ? Ce n'est pas fait pour tout le monde. On peut amener tout le monde à s'y adapter. Mais en attendant, tous ceux qui en sont capables en profitent pleinement et je pense que c'est quelque chose qui doit être propagé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'amener les gens en classe pour qu'ils apprennent. Est-ce qu'ils sont aptes justement? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils peuvent se reconvertir et qu'il y a également des formations continues? Est-ce que ces employés sont conscients de cela? Les employés, je pense que tout citoyen, toute personne avertie qui s'intéresse un peu à lui-même aujourd'hui est conscient qu'il est possible d'apprendre à travers le numérique. Maintenant, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu moins connectés et vers qui peut-être les institutions doivent faire en sorte que l'information parte. Parce que le numérique est une opportunité, mais ça veut dire qu'elle s'accompagne d'un enjeu fondamental, celle de la connectivité. Et là réside la bataille que nos gouvernements doivent mener. J'aimerais que vous puissiez réagir quand même par rapport à cette question qui concerne le numérique. Le numérique est aujourd'hui, comme il dit, une opportunité incroyable parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour accéder à des formations de grande qualité. Donc le numérique permet aujourd'hui à quelqu'un qui est à Dakar d'accéder à une formation d'une université américaine ou européenne et autres. Et ça, c'est une opportunité incroyable. Personnellement, pendant toute l'année 2025, j'ai accédé à une formation à Abidjan où j'ai fait tout un parcours sans me déplacer. Et la formation, elle est de bonne qualité. Aujourd'hui, les institutions ou les universités mettent en place ce qu'il faut pour que la connaissance soit le plus largement partagée. Maintenant, je suis tout à fait en phase avec ce que M. Pam dit sur l'enjeu de connectivité et également sur la connaissance, en tout cas de soi, de savoir où est-ce que je veux aller, de quoi j'ai besoin. Parce qu'on parle bien d'un processus conscient. Le changement, la reconversion, c'est un processus conscient. C'est pas quelque chose qu'on fait simplement parce que c'est un effet de mode. C'est vraiment un processus de gestion de sa vie, de sa carrière, pour savoir exactement où je veux aller. Et ça demande de l'investissement. Et dans votre parcours professionnel, vous avez rencontré des personnes qui se sont reconverties. Et avant même de commencer cette émission, vous m'avez dit que vous-même, vous êtes passé par ce processus. Oui, parce que la carrière professionnelle n'est pas linéaire. Une carrière professionnelle n'est pas forcément je pars d'un poste d'assistant pour terminer DG. C'est pas aussi linéaire. Donc, il y a des décisions qu'il faut prendre à un moment donné de sa carrière quand on sait où on va. Et c'est pourquoi c'est important que les gens fassent le travail sur eux-mêmes et qu'ils aient une pleine conscience et une pleine maîtrise de leur carrière professionnelle, et de leur vie en général. C'est qu'est-ce que je veux accomplir, où est-ce que je veux aller, et je mets en place les jalons qu'il faut pour y arriver. Personnellement, je suis passée d'une carrière d'assistante de direction à coordonnatrice des ventes. Ensuite, j'ai décidé d'aller faire des RH parce que j'avais un background juridique en termes de formation et que l'humain, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et donc, il y a ce parcours qui se fait et qui est aligné à nos valeurs, à ce qu'on est, à ce qu'on veut accomplir et à où on veut aller.
Donc, et aujourd'hui, c'est un investissement qu'il faut faire sur soi en termes de formation continue, parce que si on veut être compétitif sur le marché de l'emploi aujourd'hui, il faut augmenter sa valeur. Et le meilleur moyen d'augmenter sa valeur, c'est de se former. Il y a un autre aspect quand même, j'aimerais aborder avec vous, Monsieur Pam. Les États africains ont un rôle à jouer quelque part. Justement, quel rôle jouent les États africains dans la promotion de la formation continue et de la reconversion? L'État doit jouer un rôle de facilitateur et d'encadreur, d'accord? Il doit faire en sorte que l'écosystème soit favorable. Il n'a pas forcément à former, mais il peut s'appuyer sur des services techniques, et je pense qu'il y a un aspect important qui manque aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal. L'État doit permettre à ce qu'il y ait une passerelle réelle et concrète entre les institutions de formation et les entreprises. Parce que c'est là où on aura la jonction entre les compétences dont le marché a besoin, les compétences réelles, et ce que les institutions de formation ont à offrir. Tant qu'il n'y a pas ce link concret, il y aura toujours un déphasage important. Et ça, il y a ce manque-là. C'est toujours difficile pour les gens d'avoir ne serait-ce que des stages, alors que pourtant, ce n'est pas si difficile à concevoir. Donc, je pense que l'État pourrait faire des incitations fiscales, par exemple, pour encourager ce type de pratique-là. Et donc encadrer de façon générale. Vous avez parlé du Sénégal tout à l'heure, je vais y revenir, mais j'aimerais quand même qu'on aborde les obstacles, parce que tout n'est pas rose, hein. Madame la police. Donc, quels sont les principaux obstacles de la reconversion professionnelle quand on parle, par exemple, du coût, de l'accès, l'information et même l'âge? Très bien. C'est une très belle question, les obstacles. Personnellement, je dirais que le premier obstacle est personnel. C'est une question de mindset. C'est une question de posture, de comment je me vois et de comment je me projette dans l'avenir. Pour moi, je pense et je crois véritablement, et c'est vraiment le message que moi je porte en tant que DRH, c'est que chacun a la responsabilité de sa carrière et peut décider de ce qu'il veut en faire. Et si on décide de quelque chose et si on a la conviction et l'envie de faire quelque chose, on peut y arriver. Maintenant, c'est vrai que le coût, c'est quelque chose qui peut être freinant, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Si on prend l'exemple du Sénégal, il y a des initiatives qui sont là et qui sont présentes où il y a des accompagnements sur les formations. Sur la formation continue avec des agences de l'État et il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Maintenant, il y a encore, comme M. Pam le disait, l'information qui doit circuler sur la connaissance de tous ces programmes d'accompagnement. On a également, c'est la question de la connectivité. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est quelque chose d'extrêmement important. C'est un levier important qui peut aider à décloisonner la formation continue. Mais la connectivité a un coût. Elle a un coût est très élevé. Et déjà, il faut que ce soit disponible, que l'agriculteur qui est dans sa région, dans son village et qui a envie de passer à autre chose puisse se former et puisse avoir accès à une connexion stable pour y arriver. Donc, la connectivité, c'est quelque chose, des infrastructures sont importantes. Donc, et aussi au sein de l'entreprise aussi, il y a certaines, on va dire certains responsables ne mettent pas les moyens ou ne prennent pas assez d'initiatives pour permettre aux employés de se reconvertir. Parfois trop de conflits ou bien trop de chefferie à la place de leadership. Oui. J'aime bien ce que vous dites, la chefferie à la place du leadership. Oui, c'est des situations qu'on vit en entreprise et qui peuvent arriver maintenant. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour l'entreprise, c'est primordial d'investir dans la formation continue parce que c'est la formation continue qui va permettre à l'entreprise d'avoir en interne les ressources idéales ou les ressources qu'il lui faut pour soutenir son développement. Parce que quand on est une entreprise, notre objectif, c'est de grandir, c'est de se développer. Mais il est important d'avoir les bonnes ressources et de s'assurer qu'on a déjà en interne des personnes qui sont préparées pour soutenir le développement de l'entreprise. Donc l'entreprise va
investir dans la formation continue, mais elle va investir sur son besoin en tant qu'entreprise. Or, des fois, la reconversion d'une personne peut ne pas être en phase avec les objectifs de l'entreprise. Exactement. Donc, on a deux leviers et deux schémas. Donc, les entreprises aujourd'hui, et je pense qu'au Sénégal, on peut se vanter d'avoir quand même des politiques en entreprise et beaucoup d'entreprises qui font de très belles choses en termes de formation parce que les ambitions sont là. Donc, une entreprise, elle investit sur le développement de son capital humain en phase avec son propre développement. Donc, il peut y avoir certes des obstacles, mais c'est des choses qui vont se gérer avec les ressources humaines. Vous avez parlé du Sénégal, on va rester avec ce pays que nous aimons tant. Alors, le Sénégal, justement, a mis en place des stratégies pour la promotion et la formation continue. À titre d'exemple, je parlerai de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Ce n'est pas tout, hein. Le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT, ou encore l'Office national de la formation professionnelle sont autant de fonds et structures qui financent et accompagnent des jeunes et des femmes à travers des formations qualifiantes, des programmes de reconversion vers l'entrepreneuriat ou une carrière professionnelle et technique. Désolé, c'est un peu long, mais que pensez-vous de toutes ces initiatives ? C'est de formidables initiatives et elles font sens, d'accord? Je sais, pour avoir suivi un peu la DER, que récemment, il y a eu beaucoup d'innovations. Je tiens à féliciter le docteur Aïda Mbodj pour ça. Maintenant, je sais aussi que la plupart du temps, beaucoup ont l'impression que ce ne sont pas des initiatives qui leur sont destinées, alors que tel est le cas. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de créer, si cela n'existe pas encore, des parcours concrets pour accéder à ces opportunités-là. D'accord? Et si elles existent déjà, faire en sorte que ces parcours soient comprises par les cibles et que ces cibles-là puissent y accéder. C'est vraiment là où se trouve l'enjeu. Les initiatives sont bonnes en théorie, ce qu'elles offrent sont bonnes en théorie. Il faut qu'on s'assure que ce ne soit pas juste des effets d'annonce et que ça touche les véritables cibles. Qu'ils aillent vers les cibles et que les cibles puissent venir vers eux en toute sérénité. Alors, j'ai quand même une réponse à vous donner. Justement, c'est du concret quand même. Lors d'une campagne nationale d'autonomisation, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes a financé près de 9000 projets pour un montant de 5,6 milliards francs CFA touchant les jeunes et des femmes dans toutes les régions du pays. Selon vous, comment peut-on, justement, je suis avec vous, Madame la police, selon vous, comment peut-on mesurer l'impact de tels projets aujourd'hui? Ça, c'est une très, très belle question et justement, c'est la mesure qui est importante. Et ce sont des agences qui ont des systèmes de traitement de l'information assez intéressants et qui arrivent à sortir des chiffres important, mais il va être important de mesurer justement l'effet sur le terrain. Pour ma part, personnellement, j'ai une très belle expérience avec 3FPT, qui est une agence exceptionnelle en termes d'accompagnement des entreprises. Et le résultat sur le terrain est vraiment sur l'impact et l'évolution des entreprises et des personnes formées au sein des entreprises. Donc, il y a tout un système d'évaluation qui est fait. Mais ce qui va être important, comme M. Pam le disait, c'est vraiment de mesurer au niveau de l'employabilité des jeunes, au niveau économique, au niveau macro, les conséquences, ou en tout cas les bénéfices de toutes ces formations-là. Il faut un suivi aussi. Il faut un suivi. Il faut un suivi parce que c'est bien de savoir qu'on a financé tant de projets pour tant de milliards, mais à l'horizon 5 ans, 10 ans, combien de ces entreprises existent aujourd'hui? Combien de ces jeunes qu'on a financés ont véritablement fondé des structures et continuent d'opérer? Donc, après, c'est des chiffres qui existent pour la plupart au niveau de ces agences-là. Donc, il y a une communication à avoir au niveau des agences pour valoriser ce qui est fait,
sur le terrain, vulgariser ce qui est fait et qu'il y ait une vraie connaissance des cibles de ce qui est disponible au niveau étatique pour l'accompagnement des jeunes, des femmes, des professionnels sur la reconversion, sur la formation continue. J'aime bien ce que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé du suivi. Ce n'est pas seulement les chiffres, mais il faudrait aussi suivre toutes ces personnes. Monsieur Pam, la formation continue peut-elle être une réponse durable au chômage des jeunes et à la précarité de l'emploi? Oui. Il faut toujours continuer à se former. Il faut que les opportunités de formation soient là en permanence. Mais comme on a eu à le souligner tout au long de cet échange, c'est qu'il faut que ces formations soient adaptées aux besoins du marché. Et donc, il faut qu'elles puissent aller aussi vite que le marché se transforme. Encore une fois, c'est une star. L'intelligence artificielle aujourd'hui révolutionne pas mal de choses. Elle révolutionne la façon d'apprendre, elle révolutionne la façon de travailler. Et donc, on doit l'intégrer dans notre façon de proposer des offres de formation. Eh bien, le nouveau départ nécessite la formation continue. C'est la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, Abdourahmane Pam, vous êtes consultant formateur en système de management et gérant de Sahel Excel Service, cofondateur du club des professionnels en qualité hygiène, santé, sécurité et environnement du Sénégal. Merci infiniment. C'est moi. Merci à vous. Et en face de vous, nous avons Madame Patience Ekwala, la police. Vous êtes directrice des ressources humaines et RSE de la SODECA casamançaise, consultante aussi, formation, gestion de carrière et développement personnel. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir invités. C'était un plaisir. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Prenez soin de vous, surtout restez avec nous.